La question qui peut se poser aujourd'hui, c'est pas tellement celle de la place de l'homme dans le vivant, la place de l'homme dans la biodiversité, c'est plutôt la façon dont les activités humaines s'insèrent dans la biosphère et dans les limites de la biosphère. Et la question du rapport au temps aussi, le rapport entre le temps de la société, le temps de l'économie, le temps du mandat politique et bien sûr le temps de l'évolution et le temps de la biosphère. On se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, la question fondamentale, c'est d'abord une question de désynchronisation. C'est-à-dire que nous avons tendance à puiser nos ressources dans des cadeaux d'écosystèmes d'un passé profond. Je pense que par exemple le pétrole, qui est vraiment la base, on est un peu tous un peu junkies au pétrole et au charbon, c'est une production d'écosystèmes qui ont disparu il y a 380 millions d'années à peu près. Tout ce qui va être béton, granulats, sédiments qu'on utilise lourdement dans l'urbanisme, dans le bâtiment, dans les projets d'infrastructure, c'est de la production d'écosystèmes qui remonte à entre 160 et 65 millions d'années. Donc c'est pareil, c'est un cadeau d'écosystème du passé. On pourrait même dire que les métaux qu'on utilise assez massivement, y compris dans l'électronique de pointe par exemple, téléphonie portable, informatique, etc., quand on regarde l'ensemble du système solaire, on a 25 fois plus de diversité minérale sur Terre que sur les autres planètes du système solaire. Et c'est bien lié à l'activité du vivant, avec des réactions d'oxydoréduction, de précipitation, de catalyse, qui ont donné cette richesse minérale. Et donc on voit bien que notre économie, au lieu de s'ancrer dans le vivant contemporain, elle s'ancre dans un stock épuisable, par nature, par essence plutôt, hérité d'écosystèmes du passé. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'ancrer à nouveau notre économie dans le contemporain. On a un peu de mal à le faire, parce qu'on voit que même quand il s'agit de ressources en théorie renouvelable, je prends le cas du bois, je prends le cas du poisson, je prends le cas des sols, on a tendance à garder ce même réflexe qui est un réflexe d'exploitation minière. La mine, ça va pour des ressources non renouvelables, encore qu'il faut essayer de le faire de manière la plus raisonnée possible. Mais quand on va exploiter de façon minière des sols, par exemple, et quand on va en quelques décennies épuiser des sols qui étaient extrêmement fertiles en Europe de l'Ouest, par exemple, ou quand on va aller pêcher du poisson en eau profonde, poisson qui atteint sa maturité sexuelle, on parle beaucoup du poisson empereur en ce moment, à l'âge de 25 ans, et que les individus qu'on remonte dans les filets ont une dizaine ou une quinzaine d'années, il est évident que la ressource ne peut pas se renouveler. Donc finalement, le problème, il est toujours le même, c'est qu'on a bien un problème de décalage, de désynchronisation, et qu'on n'est pas capable aujourd'hui de respecter les cycles du vivant, les cycles de renouvellement de la ressource naturelle. Donc voilà en quoi finalement, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que l'homme est la principale cause de l'érosion de la biodiversité, par surexploitation des ressources. Il faut rajouter aussi peut-être l'aspect artificialisation, fragmentation des écosystèmes. Et là aussi, malheureusement, les tendances sont assez mauvaises, ça a tendance à s'accélérer. Pendant les décennies 82, 92 et 92-2002, on considère qu'on artificialisait en France métropolitaine l'équivalent à un département tous les 10 ans. On pourrait se dire que c'est déjà énorme. En fait, on a fait encore mieux, si je puis dire, ou en tout cas largement pire. La décennie 2002-2012, c'est un département en 7 ans qui a été artificialisé. Donc on voit bien que sur le rythme de destruction des espaces naturels et de la biodiversité, on est beaucoup trop rapide et il faut un moment vraiment se poser la question de la compatibilité de nos modèles de développement avec les cycles du vivant et de la biodiversité. En complément de cette question de la temporalité, du décalage ou de la désynchronisation, comme je viens de le dire, se pose la question des limites. Et très souvent, en fait, on a la question aussi de dire, mais par quoi il faut commencer? Est-ce que la priorité, c'est le changement climatique? Est-ce que la priorité, c'est l'érosion des sols? Est-ce que la priorité, c'est la biodiversité? Est-ce que c'est le cycle de l'azote, par exemple, et les surcharges d'azote et l'eutrophisation océanique? Est-ce que c'est la surpêche? J'ai envie de dire, c'est tout ça à la fois. Et ces limites, elles sont systématiques, elles interagissent les unes avec les autres. Quand on parle de changement climatique, on parle de carbone, et on a tendance à évoquer le carbone comme un poison. Mais le carbone, c'est aussi la base de la vie. Tous les organismes vivants sont faits de carbone. L'érosion de la biodiversité, c'est quelque part le puits de carbone, c'est notre allié dans le changement climatique qu'on perd au moment où on en aurait le plus besoin. Le problème de la surpêche, il interagit avec le problème de l'acidification des océans, qui est elle-même en lien avec le cycle de l'azote et l'eutrophisation des océans, et en lien avec l'acidification des océans qui va être liée à la surcharge de carbone dans l'atmosphère, qui va être ensuite dissous dans l'eau océanique. Et en fait, on se rend bien compte, quand on regarde un petit peu tout ça de manière systémique, que toutes ces limites, elles n'en font qu'une seule, c'est les limites de la biosphère, et que c'est certainement pas en séquençant les problèmes, en les abordant les uns après les autres, qu'on arrivera à trouver des solutions pertinentes, mais c'est bien en les embrassant dans un même regard systémique qu'on arrivera là à trouver des solutions qui nous permettront d'avancer concrètement.